Je ne m'attendais pas du tout à ce que mon mari fasse de la politique. Comme disait mon père, ce n'était pas dans le contrat de mariage. Il m'est arrivé de voir Chirac avec des magistrats, avec des journalistes parisiens, avec... c'était moins spontané, c'est-à-dire que ça collait moins bien qu'avec les gens de la Haute-Corrèze. Sans la Corrèze, il n'y aurait pas eu d'homme politique tel qu'il est devenu. Hein, ça me semble évident. Des Chiraciens de la première heure étaient souvent des socialistes de la dernière heure. Oui. C'est-à-dire des socialistes ou des communistes ou des radicaux qui s'étaient retrouvés derrière Jacques Chirac pour la personne, pour l'action qu'il conduisait. Mais les communistes qui sont devenus chiraciens, il n'y a pas que moi, en Haute-Corrèze. Moi, j'étais toujours pour le plus à droite. À l'époque, Chirac était le plus à droite. Je dis, Chirac. Eh bien, ma foi, j'ai dit, pourquoi pas. Denis Tillinac a rencontré Jacques Chirac en Corrèze à la fin des années 60. Écrivain et corrézien, cet ancien patron des éditions de la Table Ronde est un intime de Jacques Chirac depuis plus de 40 ans. On distingue trois Corrèzes. On va dire qu'il y a le pays de Brive au sens large, hein, qui est cerné par le Quercy et le Périgord, proche. C'est Messac ici. Il y a le pays de Tulle, déjà le granit. Et puis il y a la Haute-Corrèze, qui était la circonscription de Chirac depuis les Monédières jusqu'au plateau de Merline, après Ussel, en passant par le fameux plateau de Millevaches. Jacques Chirac est né à Paris en 1932 dans le 5e arrondissement. Mais son berceau familial se trouve en Basse-Corrèze, entre Sainte-Féréole et Noailhac, deux communes du pourtour de Brive, distantes d'une vingtaine de kilomètres. Alors au départ, il a un rapport, comment je dirais, indirect et affectif à la Corrèze. Ça, je peux un peu en parler parce que c'est le même que le mien. C'est-à-dire que petit garçon, puis jeune homme, on est élevé à Paris et on va passer nos vacances bien heureuses chez notre Corrèze dans un village. Alors lui, c'est Noailhac, le village du côté de sa mère, les Valettes, ou bien Sainte-Féréole, le village du côté de ses grands-parents paternels, le fameux grand-père, directeur d'école à Brive, et qui a tant marqué les brivistes de sa génération. Bon, et puis quand même, l'attachement est assez profond pour qu'il accepte d'être conseiller municipal de Sainte-Féréole dès 1965, alors qu'il n'est pas sûr qu'il fera de la politique. Il est au cabinet de Pompidou, c'est plutôt pour donner un gage d'attachement filial au patelin de ses grands-parents. Jacques Chirac ne sait peut-être pas encore s'il souhaite faire une carrière politique, mais sorti de l'ENA avec un bon classement, il a bien conscience de faire partie des élites destinées à diriger le pays. Entré au cabinet du Premier ministre Georges Pompidou dès 1962 comme chargé de mission, il se met dans un premier temps au service de son compatriote, député de Brive, Jean Charbonnel. Pompidou, à un dîner qu'il organise en l'honneur des jeunes parlementaires, me présente un de ses chargés de mission, un compatriote, Jacques Chirac. Nous dînons ensemble, et Chirac me dit d'ailleurs que s'il avait su, il aurait bien été heureux de se présenter lui-même à Brive, que c'était un peu tôt. Enfin, il en prend acte, et il me dit, est-ce que je ne pourrais... Nous sommes collègues de la Cour des comptes, même si nous nous connaissons assez peu. Bon, il me dit, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on on fasse quelque chose ensemble? Notre ange tutélaire est Georges Pompidou, qui tout de suite, c'est près du Massif central, on l'amuse, on est des jeunes fous, des jeunes loups. La naissance de Claude, c'est 1962. Alors il me semble qu'à partir de cette date-là, justement, on vient assez souvent en Corrèze. Le duo avec Jean Charbonnel va durer plusieurs années. Les deux hommes se voient tous les lundis et souvent dans le bureau de Jacques Chirac à Matignon. Puis au ministère de la Coopération quand Jean Charbonnel devient ministre en 1966.
Jean Charbonnel dirige le groupe qui se constitue petit à petit. Il est composé principalement de jeunes énarques, gaullistes et originaires du Limousin et du Quercy. L'objectif est de reprendre à la gauche ce centre de la France hostile au général de Gaulle. Clairement numéro 2 du groupe des jeunes loups, comme la presse les appelle, Jacques Chirac se prépare à être le suppléant de Jean Charbonnel à Brive aux prochaines législatives de 1967. Mais les choses ne vont pas se passer tout à fait comme prévu. C'est très simple, c'est Georges Pompidou qui a décidé de tout. Un jour, il lui a dit « Chirac, vous êtes fait pour faire de la politique et il va bientôt y avoir des législatives, je veux que vous vous présentiez. » Alors, mon mari a dit « Écoutez, monsieur le Premier ministre, je veux bien me présenter, mais alors dans mon département d'origine, c'est-à-dire la Corrèze. » Nous installons Chirac, je dois dire, lorsqu'il me dit, en 65, « Non, écoute, non, on se gênera si je suis ton suppléant, on se gênera. Et j'aimerais bien, finalement, m'installer à Ussel. » C'est à ce moment-là que Jacques Chirac décide de ne plus être le suppléant de qui que ce soit et de jouer sans tuteur son implantation territoriale. Elle est indispensable à toute carrière politique. Le très redouté conseiller de Georges Pompidou, Pierre Juillet, n'y est pas pour rien. Il est également originaire du Limousin et c'est un militant actif de la croisade des jeunes loups. Georges Pompidou était extraordinaire pour juger les hommes. Et il a bien senti qu'avec ce jeune-là, il avait peut-être une chance de gagner un siège. Évidemment, il ne voulait pas la Corrèze parce qu'il disait à mon mari, vous ne voyez pas que la Corrèze, c'est essentiellement à gauche, mon pauvre. Vous allez aller vous taper le nez contre, surtout Ussel, c'était radical socialiste et communiste, et il y avait très peu de chances, il faut bien le reconnaître au départ, pour que mon mari soit élu. L'affaire prend une autre dimension lorsque le général de Gaulle s'en mêle et convoque Jean Charbonnel à l'Élysée. Je n'aurai, si je peux dire, une vision stratégique qui me sera proposée, que dans l'entretien que j'ai en décembre 65, après sa réélection au présidentiel, avec le général de Gaulle, et il m'a dit, mais finalement, votre affaire des jeunes loups, est-ce que vous vous rendez compte que ça a un grand intérêt stratégique, puisque aux dernières élections législatives, sur les 230 députés gaullistes, il y en a eu 210 ou 220 au nord de la Loire, et qu'au sud, il n'y a rien. L'appel de Solignac. Nous sommes 10 gaillards qui nous réunissons dans une vieille abbaye près de Limoges, et j'avais eu l'idée de solenniser en quelque sorte cette rencontre et cet appel, en faisant comme nos pères républicains, une sorte de serment, comme le serment du jeu de paume, à laquelle nous jurerions de ne pas nous séparer tant que nous n'aurions pas, au fond, gagné la bataille de la modernisation et de la gaullisation, si j'ose dire, de ces départements, et qui étaient parmi les plus hostiles au général de Gaulle depuis 1958. Alain Albinet, journaliste politique de La Montagne au bureau de Tulle, commande des événements de la carrière de Jacques Chirac, dont son journal s'est fait l'écho. Monsieur Charbonnel est en place depuis 1962. Il s'est ancré en Basse-Corrèze. Donc Jacques Chirac, qui était à ses côtés, gaullistes tous les deux, ils avaient tous les deux prêté le serment de Solignac, mais chacun chez soi. Donc Charbonnel à Brive et en Basse-Corrèze, Jacques Chirac en Haute-Corrèze, pour aller guerroyer avec les radicaux et les communistes. En 1966, pour prendre le siège de député d'Ussel, Jacques Chirac doit réunir plusieurs conditions. D'abord, il doit se constituer une base arrière, un point d'appui gaulliste. Ce sont les Limoujous qui vont lui offrir. Ils le reçoivent dès son arrivée, le pilotent et l'hébergent à l'occasion. Sur les 118 communes de la Haute-Corrèze, il en visitera plus de 80 de toutes tendances, à raison d'un week-end par semaine pendant 1 an. Ah mais nous, on a été ses premiers amis. Il est venu nous voir. On a mangé ensemble, on a combiné le programme, et puis
ça a été embringué. Hein. Il est arrivé au printemps 66. Oui, on a fait la campagne pendant un an. Et c'est vrai que, si vous voulez, vis-à-vis des Parisiens, hein, eh bien, c'était un petit peu étonnant que M. Chirac aille dans une famille où, en particulier, on vend du cochon. Mais M. Chirac aimait bien la rosette et il aimait beaucoup le saucisson. Et nous avons fait de bonnes parties de saucisson. C'est vrai, avec Jacques, quand il rentrait des tournées, il nous disait « Françoise, est-ce que tu as un peu de saucisson ?» Et il était très, très organisé. Il demandait à mon mari de lui préparer donc des visites. Nous sommes allés visiter, André et Jacques sont allés visiter tous les maires de la région. Et ce qui a été formidable, c'est que les maires nous recevaient, vous recevez aussi bien des maires socialistes, même parfois des communistes, et bien sûr des gens de droite, hein, des gaullistes. Mais l'accueil avait été quand même dans l'ensemble assez chaleureux. Françoise Limoujou et André ont été très très généreux tout de suite, on a sympathisé. Ils avaient une belle maison, le Roc des Amours, qui existe toujours. Et Françoise et moi, nous allions coller les affiches la nuit. Gilles Chazal est deuxième adjoint au maire d'Ussel. Membre du Parti communiste, il est secrétaire de la section de Haute-Corrèze. Trop jeune pour avoir milité à l'époque où Jacques Chirac s'est implanté, il a été actif quelques années plus tard. Il se souvient très bien de l'époque où, à Ussel, la droite portait les couleurs de Jacques Chirac. Paradoxalement, ça se passait dans la bonne humeur. Aussi étonnant que ça puisse paraître, parce que je crois qu'il y avait un jeu qui était établi et reconnu entre nous, puisque je collais pour le Parti communiste, et on rencontrait quelquefois les gens qui collaient pour Jacques Chirac. Ça s'est toujours passé dans la bonne humeur, parce que c'était aussi des gens qu'on connaissait, c'était des gens du Sel qui le faisaient souvent, et donc on se connaissait, et le lendemain dans la rue, on ne parlait jamais de rien. Il lui fallait aussi se faire accepter par les anciens grands personnages de l'État originaires de Haute-Corrèze. L'ancien président du Conseil Henri Queuille et Charles Spinasse, maire d'Égletons, ancien ministre socialiste de l'économie nationale du Front populaire, même si ce dernier ne faisait pas l'unanimité, ayant voté les pleins pouvoirs à Pétain en 1940 et soutenu Vichy pendant 2 ans. Raymond Fraisse est un fidèle de Jacques Chirac depuis 1966. D'une famille socialiste, il est originaire de la ville de Jean Jaurès. Il est tombé sous le charme de Chirac le jour où il l'a rencontré avec Henri Bellecour. Restaurateur, il est l'inventeur du club des entêtés de la Tête de Veau. C'est dans ces restaurants successifs que Jacques Chirac a toujours fêté ses victoires électorales. Depuis Charles Spinasse, on n'avait pas vu d'autre politique de cette envergure, quoi. Les premières réunions politiques qu'on a fait avec M. Chirac, on était deux culs, quoi. Deux culs, on n'avait jamais vu un homme de cette envergure. Même dans tout le pays, enfin dans toute la région, on n'avait jamais vu quelqu'un de cette envergure et du poids qu'il faisait, quoi. Il a bien senti qu'en Haute-Corrèze, dans sa circonscription, il y avait des blessures qui remontaient à l'occupation, au conflit entre résistants communistes et les autres, socialistes ou gaullistes, très violent. Et je crois que par son caractère, par son existence, par son fonctionnement personnel, d'essayer de se créer des allégeances ici ou là, les communistes, les socialistes, les radicaux, les conservateurs, pas beaucoup. Les conservateurs votaient socialistes pour barrer la route aux communistes. Je pense qu'il a beaucoup dépassionné ça. Autre condition, devenir le meilleur compromis acceptable face à l'opposition irréductible à l'époque entre radicaux et socialistes d'un côté, communistes de l'autre. À Ussel, l'occupation avait laissé une blessure mal cicatrisée autour du massacre par les Allemands en 1944 de 47 jeunes résistants. Les communistes et les radicaux socialistes ont rejeté réciproquement la responsabilité. Je crois que c'est le maquis, c'est la guerre qui a fait ça. Hein. Il y a eu
qu'il y a eu la guerre entre les communistes et les socialistes. Vous voulez dire entre le FTP et l'armée secrète? Voilà, l'AS et le FTP. Bon, il y a des choses graves, je sais pas, ça se dit pas. Puis, l'histoire le dira plus tard. Je crois que c'est en 2044. 100 ans après. Jacques Chirac devait également et surtout obtenir le soutien du docteur Henri Bellecour, tout jeune maire d'Ussel. Ce dernier avait été élu en 1965 avec un score sans appel. Fils d'un grand résistant, il faisait l'unanimité à Ussel, tant son action de médecin dévoué et d'humaniste l'avait rendu populaire. En outre, il était le seul capable de permettre à Jacques Chirac d'inscrire sa candidature dans une dimension apolitique et apparemment non partisane. Comme Raymond Fraisse, Robert Brodèche est venu à Jacques Chirac en suivant Henri Bellecour. Maire depuis 35 ans de la petite commune de Lignarex, sur le plateau à 5 km d'Ussel, il était au Parti communiste jusqu'au début des années 70. C'est un représentant emblématique de ce qu'on appelle les Chiracommunistes. Henri Bellecour, c'était quelqu'un de bien... bon, tout le monde voulait... Il y avait moyen de le critiquer, je l'ai critiqué quand il s'est présenté. Ah oui, vous l'avez critiqué? Oui, bien sûr, bien pourquoi sûr. Vous l'avez Le parti, c'était normal. Mais pourquoi vous l'avez critiqué? Parce que j'étais communiste. Ça va de soi. Il était sans étiquette. Mais déjà, vous voyez, j'étais timide. Quand je voyais Henri Bellecour, je l'aurais jamais... J'ai jamais eu de mots durs. En fait, c'était un homme qui était beaucoup plus intelligent que moi, mais j'aurais pas eu de mots durs pour lui. Je peux pas, parce que j'estimais beaucoup ce homme-là. Il m'a marqué. Il a marqué Ussel d'ailleurs beaucoup, surtout. Et des Usselois. Il était toujours élu au premier tour avec 65%. Il n'y a pas photo. Henri Bellecour garde cette dimension d'apolitisme sur laquelle il s'est présenté. Et il s'est présenté à Ussel. Et qui fait qu'il a eu une élection de maréchal, bon, avec presque autant de voix de gauche que de voix de droite. Marie-France Bellecour, la veuve d'Henri Bellecour, nous a ouvert son journal. Elle y a inscrit ses souvenirs de la première année chaotique de la relation entre son mari et Jacques Chirac. En janvier 1966, nous sommes invités à dîner chez nos cousins Louis et Janine Limoujou. Il y a Charbonnel et sa femme et Jacques Chirac. La présentation a lieu à ce moment, Madame Bellecour est présente, Henri Bellecour, et nous insistons pour qu'il devienne, alors qu'il hésite beaucoup, suppléant de Chirac. Charbonnel attaque très franchement au sujet des législatives. Nous nous ratatinons, Henri et moi, sur le canapé Limoujou. Charbonnel. Chirac se présente à Ussel, le 5e plan est la dernière chance du Limousin. Il faut travailler ensemble. Cela voulait dire pousser Chirac qui a besoin d'un poste de député pour avancer. Jacques Chirac, heureusement, est beaucoup plus correct et ne dit rien. Le docteur Bellecour avait un rocking chair chez lui, vous savez. Et toutes les fois que Chirac venait le voir pour lui faire la leçon, pour lui dire « tu vas venir avec moi » et tout, il se promenait sur son rocking chair et se balançait. Ça a duré 1 an avant qu'il lui dise qu'il y allait. 1 an. C'est pas une bricole, hein. Il multipliera les contacts et les rencontres avec Henri, qui ne veut pas s'engager en politique. Mais Jacques ne veut pas comprendre et continue sa campagne auprès de tous, élus, amis, parents, promettant monts et merveilles à tous pour la Haute-Corrèze. Il faut prendre une décision. C'est seulement à la mi-janvier 1967 qu'Henri accepte d'être suppléant. Mon mari avait bien dû lui serrer un petit peu la vis. Il avait dû un petit peu le forcer. Henri avait dit à mon mari, écoute, comme tu insistes beaucoup, je veux bien. D'abord, je voulais pas. Bon, maintenant, je veux bien être ton suppléant, mais je te préviens, je veux pas être député à l'Assemblée nationale. T'as bien compris. Ne me joue pas de tour. Pourtant, il lui jouera un tour, puisqu'un mois après son élection, il sera nommé secrétaire d'État à l'emploi. S'il ne pouvait l'anticiper, il devait bien y penser en se rasant le matin. En tant que suppléant, Henri Bellecour sera alors contraint de siéger à la place de Jacques Chirac sur les bancs de l'Assemblée nationale. Mais c'est dans ces conditions, si vous voulez, que moi d'abord, j'en parle d'abord parce que j'étais le premier élu, mais Chirac ensuite, nous avons conquis la Corrèze.
Hein. Cette vieille sensibilité de gauche de la Corrèze, bon, nous ne l'aurions pas captée si nous avions tenu un langage de rassemblement des droites. Il n'a pas compté sa peine. Il a fait 25 000 fois le tour de la circonscription, avec sa 404 de l'époque. Et il a assisté à peu près toutes les remises de médailles, toutes les cérémonies, tous les comices agricoles. Et donc là, on le voit à Chambéry, par exemple, pour la pose de la première pierre de la maison de retraite. Henri Bleu est restaurateur à Meymac. Il est ami de Jacques Chirac depuis son installation en Haute-Corrèze. C'est un homme de droite revendiqué. Il connaît bien le pays et a été de toutes les premières campagnes de Jacques Chirac. Le soir, on est allé chez le maire d'Aléra, qui était communiste. Et il nous a sorti un jambon qu'il avait fait dans la cheminée, sur la table, à minuit. Ah bon, Chirac, à cette époque-là, on avait bonne dent. Il a cassé la croûte, bu un canon de gros rouge, pas du Pétrus, mais du gros rouge. Et puis, du jambon. Puis au bout d'un moment, hop, j'ai un cake. Il était sur une pile de linge, je ne sais pas s'il était sale ou propre. Il va chercher le cake. Le cake était commencé par les souris. D'un côté, il a coupé le... Et puis il nous a présenté ça. Chirac, on a mangé du cake. Et quand on est sorti, il m'a dit, tu as vu le cake? Eh bien, je dis, il ne peut pas nous empoisonner, les souris en avaient mangé. On se téléphonait tous les jours avec Chirac, à l'époque, pendant la campagne. Quand elle se dit, tous les soirs, on se passait un coup de téléphone. Et puis ça se déroulait. Un tel qui le soutenait, un autre qui ne le soutenait pas. Le maire de Meymac était contre. Il soutenait Mitterrand. Les socialistes, à cette époque-là, ne voulaient pas voir les communistes. Avec le deuxième tour, quand j'ai vu ça, j'ai dit à Chirac, oh là, ça peut passer. À l'issue du premier tour, le candidat socialiste Robert Mitterrand, frère du futur président, est battu. Pour le second tour, il reste en lice. Georges Aymon, le candidat communiste, et Jacques Chirac. Conséquence de ce vieil antagonisme entre socialistes et communistes à Ussel, les électeurs socialistes se reportent majoritairement sur Jacques Chirac et Henri Bellecour. Il gagne avec 522 voix d'avance. Puisqu'il avait décidé de se lancer dans cette voie, que je n'aurais pas choisie, je voulais l'aider. Et après, j'y ai pris goût. Puis mon mari ne m'a pas tellement donné le choix. Il m'a dit, il faut vous débrouiller, il faut me donner un coup de main. Je me souviens que mon beau-père a été furieux parce qu'il s'était d'abord présenté à Sainte-Féréole au municipal. J'avais fait un acte de rébellion et j'avais refusé d'aller tartiner des sandwichs à Sainte-Féréole. Et ça, mon beau-père n'avait pas aimé. Et il était venu me voir, donc, place Victor Hugo. J'étais avec les petites. Je pense que je les avais ramenées de l'école à ce moment-là, c'est à peu près l'heure. Et mon beau-père m'avait dit, il n'était même pas entré dans l'appartement. Il avait claqué la porte de l'ascenseur, il avait dit, Bernadette, dans la vie, quand on n'avance pas, on recule. Au revoir, Bernadette. Chirac se coule absolument de suite dans le moule de l'homme politique de l'époque, c'est-à-dire très très cumulard. Voici un homme qui n'était rien politiquement 2 ans auparavant, qui se retrouve conseiller municipal de Sainte-Féréole, député de la Haute-Corrèze, ministre et maintenant conseiller général de Meymac et dans quelques mois président du conseil général de la Corrèze. En page locale, on souligne une première restauration pour le château de Saran. Le château de Bitty, une ruine soi-disant du XVIe siècle, donc, où des travaux ont été engagés et qui sera racheté en mars 1969 par un certain Jacques Chirac. Une acquisition qui a défrayé un peu la chronique au niveau national, puisque la presse d'opposition a fait ses choux gras en l'appelant Château Chirac, puisqu'aussi, aussitôt après l'achat, ce château a été classé et restauré avec des aides publiques.
Alors qu'à Paris, l'achat du château de Bitty fait très mauvais effet, même Georges Pompidou s'en émeut, en Corrèze, l'information ne remue pas les foules. C'est dans l'histoire du pays corrézien et dans la relation spécifique qui unit les citoyens à leurs élus qu'il faut en chercher l'explication. Marie-France Oudard est docteure en sociologie et anthropologue. Elle habite la Haute-Corrèze depuis les années 70. Spécialiste des sociétés paysannes, elle a écrit plusieurs ouvrages sur le Limousin. C'est ce rapport ambivalent, ambigu avec le pouvoir. On est fier d'avoir porté quelqu'un à la plus haute marche, et on se dit aussi que c'est pas du tout désintéressé, parce que cette personne-là, qu'on a portée là-haut, eh ben, elle va être obligée de nous rendre ce qu'on lui a donné. Le pays est petit, on se connaît beaucoup plus, il y a un climat d'interconnaissance qui fait qu'on rencontre plus facilement les hommes politiques. À partir du moment où vous avez rencontré un homme politique, vous avez parlé avec lui, vous l'avez embrassé, il vous reconnaît ou il fait semblant, on a l'impression qu'on est beaucoup plus proche. C'est beaucoup plus facile. Donc celui-là, eh bien, on va le porter le plus haut qu'on peut. Il y a un symbole ici qui est l'arbre aux élus. L'arbre aux élus, c'est l'arbre que l'on dresse avec un drapeau bleu, blanc, rouge en haut de l'arbre pour dire « Regardez, je suis fier d'être élu ». Alors donc, il y a une espèce d'échange entre les électeurs et l'élu, c'est-à-dire qu'on te porte au pouvoir, mais toi, en échange, on te fait honneur, on te dresse un arbre, on met un drapeau au-dessus, et toi, en échange, tu es là, mais tu devras nous rendre service. Alors, c'est un échange. Donc de l'arbre de mai, on arrive au Plassou, alors. Fanny Giraud-Puymera est native d'Ussel et vit à 2 pas. Historienne de formation, elle est l'auteure d'un mémoire sur le parcours politique de Jacques Chirac en Corrèze. En fait, quand il devient un homme de pouvoir, il va s'appuyer, si vous voulez, sur un réseau de personnes. Et moi, je vous parle vraiment des chargés de mission qui étaient sur le terrain, qui, au tout début. Eux, leur rôle, en fait, c'était d'aller voir les gens, de leur demander ce qui allait pas. Ce que faisait Chirac, en fait, d'aller serrer des mains, de prendre également, si vous voulez, des nouvelles, savoir quelle mère était pas bien, quelle mère allait décéder pour préparer les futures échéances électorales. C'est également ah oui, non, ça allait très loin. C'était également préparer les week-ends de Jacques Chirac en Corrèze, pour quand il arrive en Corrèze, il soit au courant de tout. Tiens, une telle personne a perdu sa maman, son papa, comme ça Jacques Chirac est arrivé, tutoyait la personne, forcément, et puis il disait « je suis désolé pour ta maman », voilà. Et comme ça faisait encore penser aux Corréziens, c'est une tactique de Jacques Chirac qui est bien connue, qu'il était au courant de tout et qu'il connaissait chacun personnellement. Il y a très peu de familles de Haute-Corrèze qui, un jour ou l'autre, ne lui aient pas demandé quelque chose et qui n'ait pas obtenu gain de cause avec lui. Très peu. Il n'y a pas une famille qui, à un moment donné, n'est pas... Chirac n'est pas occupé d'eux. Je ne crois pas que ça existe. Et comment il faisait, alors je vais vous expliquer. Il avait sa secrétaire et qu'il le suivait partout. Et quand il était en Corrèze, elle ramassait les petits papiers qu'on lui donnait. Il en avait la pleine poche à la fin de son séjour. Et quand je lui donnais un papier pour avoir une personne qui voulait adopter un enfant, allez, hop. Un autre qui voulait être naturalisé, allez, hop. Un autre qui ne voulait pas faire le service militaire. Alors expliquez-moi le Plassou. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de... Oui. Je te donne un arbre, je te mets honneur à mon élu, mais il faut que tu me donnes. Ah oui. Alors tu vas me donner quoi ? Eh bien, ce que moi, je ne suis pas capable de voir tout seul, mais c'est que toi, tu es capable, toi qui touches les instances nationales, ce que tu es capable de me donner. Toi. Mais il y a aussi l'histoire des saints, ça revient au même. J'honore un saint pour qu'il puisse m'accorder quelque chose. Le Plassou, j'honore un élu, je lui rends honneur, je fais des rituels autour de sa personne, parce que c'est bien un peu des rituels, hein. C'est le toucher, c'est l'embrasser, c'est l'accolade, c'est sortir dès qu'il apparaît. C'est une espèce de culte. Oh, les maires, alors,
N'en parlons pas. Comment ils faisaient? Pareil, le petit papier? Bien sûr. Et puis il y avait quand même un service à la mairie de Paris qui faisait uniquement les interventions de la Corrèze. Hein. Sophie Dessus est députée de la première circonscription de la Corrèze. Elle est assise sur le fauteuil qui a été occupé avant elle par Jacques Chirac et François Hollande. Jacques Chirac, il a toujours été et toujours resté, quelle qu'était sa fonction politique, corrézien. Et enfin, il est d'une évidence qu'il a tout fait pour favoriser la Corrèze. Quoi qu'il se passe, quelle que soit la commune, quels que soient les élus et leur bord politique, quelles que soient les tendances des gens. Il y avait un bureau des affaires corréziennes pour lequel quasiment tout le monde pouvait appeler pour essayer de résoudre son problème. Les fossés étaient pleins d'eau usée. Moi, je vais voir toujours même, je vais à la mairie du Sel, voir Henri Bellecour. Alors moi, je voulais démissionner. J'ai dit, je vais m'en aller parce que je peux pas, financièrement, on peut pas, c'est trop gros cette affaire. Il me dit, samedi, Jacques Chirac sera là, on va en parler. Dis donc, qu'est-ce que c'est toi? Tu veux démissionner? C'est qui dit ça? Chirac, il me rentre dedans. Ben c'est sec, hein. Bon. Tu vas me préparer ce dossier, là. Et tu me l'envoies en urgence à la mairie de Paris. Et je retourne vers... Il me tourne le dos. On m'a laissé avec les cuisiniers. Il regarde Bellecour et il dit... je vois Charles Lani. Et puis alors, j'ai eu après... J'ai reçu une lettre de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur. Oh, le petit coup de main qu'il m'a donné. Ah ouais? Il vous a donné un coup de main, Charles Pasqua? Oh, ils ont été gentils. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils m'ont donné plus que je demandais. Mais ça existait, alors on peut le dire maintenant. Ouais, mais en fait, c'était pas très réglo. Hein? Mais enfin, on en a profité, alors on va pas cracher la soupe, hein? Jacques Chirac, il a eu une relation qu'on appelait clientélaire. Il avait le sens de ce que pouvait être la préparation d'une élection. Mais au-delà de ce qu'on peut regarder comme un comportement politique qui n'est pas d'ailleurs très original, il y avait plus que ça chez lui. Il y avait l'attention humaine à des citoyens qui ne pouvaient pas forcément lui procurer le moindre avantage, le moindre soutien, mais dont il voulait régler la situation parce qu'il considérait que c'était finalement ce qu'il avait comme générosité à faire. Il dépassionnait. D'abord, il dépolitisait beaucoup. Hein. Il n'y avait pas... Il disait, les débats partisans, c'est à Paris. Hein. Ça s'arrête quand je viens chez moi. Alors, monsieur le maire, vous êtes de droite, vous êtes de gauche, je m'en fous. Où en est la réfection de votre mur de cimetière ou du toit de votre église? Ou de votre salle polyvalente? C'est ça qui m'intéresse. Le désenclavement de la Corrèze et du Limousin, c'est la 20, celle qu'on appelle l'autoroute Chirac. Ça a permis l'implantation quand même économique. Après, quand on connaît bien la Haute-Corrèze, ces grandes landes un peu désertiques, ces petites communes où il y a moins de 1000 habitants bien souvent, qu'est-ce qui pouvait faire en sorte que l'on y amène de l'emploi? Accès très difficile, des hivers longs avec souvent de la neige. Le médico-social a été une réponse, loin d'être absurde, puisque en plus on a beaucoup de personnes âgées. Je crois que ça a été un choix stratégique. Si je dis ça, certes, ça a une vocation sociale qui est connue et reconnue, mais je ne veux pas croire que la Haute-Corrèze avait besoin d'autant d'établissements qui sont liés à un public particulier, qui méritent qu'on en mette, comme je l'ai dit un peu avant, dans toutes les communes environnant Ussel. Ça emploie quand même beaucoup de gens. Mais à l'époque de la création de tous ces IME ou tous ces CAT surtout, on peut penser que ça avait certainement une influence. Lorsqu'on est embauché par quelqu'un, peut-être qu'on lui doit une certaine reconnaissance. Elle ne se traduit pas forcément par un vote, mais ça peut. Françoise Béziat est directrice générale de la Fondation Jacques Chirac à Ussel. C'est une intime de l'ancien président. Sur la soixantaine de structures médico-sociales que compte la Corrèze, une vingtaine dépendent directement de la fondation qu'elle dirige.
Le point de départ, c'est le député Jacques Chirac qui découvre une circonscription très rurale où on voit au fond de la cour de la ferme ou dans le cantou, dans la cheminée, la personne handicapée qui est dans un coin et un peu cachée quand même, d'accord? Parce que, on cachait les personnes handicapées. Certes, ils ont le clos et le couvert, on les nourrit, on les lave, etc. Mais on ne les fait pas vivre. Donc, tout le fil rouge de l'action de Chirac, ça a été de dire, moi, je veux leur donner une vie pleine et entière, la plus proche de la vie de chacun. Sur le département, les emplois dits médico-sociaux, directs, c'est environ 4000 emplois. Et plus les emplois indirects. Alors, en emploi indirect, on dit souvent qu'il faut pratiquement doubler le chiffre. En mai 1974, le président Giscard d'Estaing nomme Jacques Chirac Premier ministre. Il démissionne 2 ans plus tard et fonde le RPR à Égletons. Ce rassemblement populaire qui, selon les dires de Jacques Chirac, n'avait pas vocation à rassembler les droites, change de nature dès 1981. Jusqu'en 1993, Jacques Chirac prône et met en œuvre entre 86 et 88 une politique économique libérale proche de celle de Madame Thatcher en Grande-Bretagne. Parallèlement, ses discours sont clairement marqués à droite et ponctués de célèbres coups de menton autoritaires. Dans le même temps, en Corrèze, comme on l'a vu, c'est du travaillisme à la corrézienne qu'il a mis en œuvre. Dans son comportement, c'est un homme de gauche. Dans son comportement, je dis bien surtout en Haute-Corrèze. Maintenant, si on écoute les Parisiens, on dit que c'est un homme de droite. Alors, où est la part de vrai, où est la part des choses là-dedans? Chirac est quand même pragmatique, il est captif quand même, malgré tout, de la famille politique qui le soutient. Et dans les années 80, effectivement, il donne l'impression d'être en phase avec Madelin, Longuet, Léotard, qui sont des libéraux. Il ne l'est pas en phase avec eux, on le sent. Moi, je le sentais bien. Le Chirac, le plus près de lui-même, est sûrement à ce moment-là le Corrézien. Et ces libéraux l'amènent dans le mur. Il l'amène en tout cas dans le mur électoral. Et Chirac est quand même un combattant électoral. Quand il se présente à l'élection, il veut gagner. La question de savoir où se situe le vrai Chirac est vaine. Il est aussi vrai à Paris qu'à Ussel. Ici, il protège les Corréziens qui sont un réservoir d'énergie, mais aussi sa base de repli. Alors qu'à Paris, il doit rassembler la droite jusqu'aux frontières de l'extrême droite. C'est le prix à payer pour le projet démesuré qui l'habite. Dialoguer d'égal à égal avec le monde et l'humanité. Pierre Péan est journaliste d'investigation et écrivain. Homme de gauche, mais surtout républicain, comme il se définit lui-même, il a été séduit par les prises de position internationales de Jacques Chirac, notamment. Il l'a rencontré souvent lors de son dernier mandat de président et a écrit une biographie de Jacques Chirac intitulée « L'inconnu de l'Élysée ». Il a fait en sorte que son image soit quelqu'un qui soit caricatural. Il a fait en sorte que c'est quelqu'un qui n'aimait pas la musique et qui n'aimait que la Marseillaise, les trucs militaires, qui connaissait et qu'il était complètement inculte, qui n'aimait qu'à lire que les romans policiers, qui se fait chier à la lecture, etc. Comme s'il avait peur de montrer vraiment qui il était. La passion de Jacques Chirac, elle était totalement décentrée. Elle se situait quelque part autour, véritablement, de l'Inde, en tout cas sur la route de la soie. Et donc, si les Français avaient su ça, l'auraient-ils élu? C'était donc passionné de bouddhisme, passionné par la culture russe, traducteur de Pouchkine, etc. C'est un personnage totalement hors du commun, alors qu'il voulait être totalement du commun.
petit à petit, les Français ont cessé de le percevoir comme le butor fascisant un culte décrit dans la presse de gauche, nourri par quelques amis giscardiens, amis entre guillemets. Ça, on a vu ça longtemps. Bernard-Henri Lévy, qui n'est pas un très grand stratège politique, a parlé d'extrême droite chiracienne dans son livre L'idéologie française, à l'époque. Vous trouverez personne qui dira que Jacques Chirac était fasciste ou avait... et d'une droite très dure, parce que lorsqu'il revenait en Corrèze, c'est peut-être là qu'il venait se ressourcer. Mais il restait toujours ce personnage qui était près des gens, où il n'y avait pas de réelle action politique. Son image était de serrer les mains, mais c'est devenu son image à partir d'une réalité. La réalité, c'est qu'il a envie d'aller vers les gens, de les sentir. Et c'est par la main qu'il sent les gens. Hein, il m'a raconté d'avoir touché les handicapés pendant des heures, hein, et avec la conscience que par ce toucher-là, il pouvait les aider. Et donc c'est vrai qu'il y avait un côté médium, un côté, appelons ça comme on veut, côté sorcier, un côté qui dépasse les choses de la raison, ça c'est sûr. C'est pas hasard si les dignitaires socialistes corréziens, à un moment, avaient pondu une circulaire auprès de leurs élus, leur interdisant d'assister à une manifestation officielle, pas partisane, quand Chirac y était. Parce que être pris par l'épaule dans un coin, ça suffisait, il était plus sûr. Hein, il avait une capacité très tactile. Hein, il m'est touché, embrassé, serré, et ça produisait quelque chose de l'ordre de l'électromagnétisme, et on était séduit. Sa tête, avant la Corrèze, elle circulait sur la route de la soie, hein, et alors que ses pieds se sont mis dans la glaise. Donc à la fois il a retrouvé ses propres racines et il a touché tout le monde. Je veux dire que je crois qu'il n'y a pas quelqu'un en Corrèze qui ne l'a pas touché. Jacques le Corrézien et Chirac le Parisien se rejoignent en 1994. La candidature de son ex-ami et rival Édouard Balladur n'est pas pour rien dans ce recentrage vers lui-même et la Corrèze. Les Français lui en savent gré et l'élisent président de la République en 1995. Il occupe pleinement ses fonctions pendant 2 ans, puis cohabite 5 ans avec le Premier ministre socialiste Lionel Jospin. En 2002, il est réélu avec 82% des voix contre Jean-Marie Le Pen. C'est en novembre 2003, à la mort de son ami et complice Henri Bellecour, que son parcours corrézien se termine. Il y avait toute la Corrèze politique et républicaine. D'ailleurs, la politique n'avait plus cours ce jour-là. On enterrait un grand homme. Et Jacques Chirac enterrait un grand ami. Quand Bellecour est décédé, Chirac était à l'autre bout du monde et il est venu, il a dit, s'il l'avait fallu, je serais venu à pied. Il n'était pas, non, avec les Bellecour, là, on est dans un lien extrêmement profond et intime. Il savait ce qu'il lui devait, et puis je crois qu'il l'aimait profondément. Chirac ne se retourne pas sur les traces de ses pas. Il n'aime pas. Il est président de la République, il n'est plus député d'Ussel, donc il préférait plus venir. Et il venait une fois par an à Tulle pour des vœux un peu formels. Tout le monde était heureux de le revoir, mais... Jean-Luc Barré est historien et éditeur. Il a coécrit les 2 tomes des mémoires de Jacques Chirac. Je me souviens d'une soirée à Saran, où Bernadette Chirac recevait en maîtresse de maison, d'une certaine manière. Elle était l'actrice principale, lui était à côté, et on voyait bien qu'il n'était plus dans l'histoire. C'était plus son histoire. C'était plus son histoire. Et je me souviens, à un moment dans la soirée, je le cherchais, et je l'ai trouvé seul à une table. Et je suis allé le rejoindre. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur le président? Et il avait l'air d'attendre. Et j'ai senti là que, bien sûr, la Corrèze est toujours dans son cœur, mais il n'était plus dans cette histoire-là. C'était plus son histoire à lui, c'était celle, d'une certaine manière, de son épouse.
Pendant que Jacques Chirac s'éloigne de la Corrèze, François Hollande, venu l'affronter dès 81, s'affirme comme un personnage national. En 97, il est nommé premier secrétaire du Parti socialiste. Député maire de Tulle, il est président du Conseil général en 2008. En Corrèze, c'est maintenant lui le patron. La politique oppose toujours les deux hommes, mais leur parcours, leur manière d'être et la Corrèze les rassemblent. Quand Jacques Chirac a appelé à voter Hollande à l'élection... Oui, j'y étais. Vous y étiez? Oui, j'y étais. À votre avis, quand il a appelé à voter Hollande, c'était sincère, c'était profond? Bien sûr. Bien sûr. Mais... Non, parce qu'il y a une partie de sa famille qui a dit... Oui, mais il fallait sauver les meubles. Bon, non. La manière qu'il l'a dit, j'étais dans le côté. Bon. Et alors? Non. Il n'a pas franchi un Rubicon, il s'est un peu, pardon de vous le dire, mais il s'est un peu retrouvé en François Hollande. Chaque fois que nous parlions de François Hollande, il m'en disait du bien. Ce qui encore une fois, ne me surprenait pas vraiment, parce que je pensais en effet qu'il y avait déjà des similitudes entre ces deux hommes. Mais enfin, il insistait beaucoup sur ses qualités d'homme d'État. Il avait apprécié notamment que François Hollande, au moment du vote pour la loi sur l'interdiction du voile, lui apporte un soutien immédiat et sache faire preuve précisément de qualité d'homme d'État en dépassant les clivages politiques. Il avait apprécié ça et donc il me disait souvent c'est un homme d'État, je donne des conseils, enfin voilà. Donc et bien avant 2009, en tout cas dans les 2 années qui ont précédé sa déclaration de Saran et des années où je le vois, je l'entends dire du bien de François Hollande, donc je ne suis pas du tout surpris. Je me souviens très bien d'une chose qu'il m'avait dite un jour. Il m'avait dit, j'ai dit à François Hollande que dans une campagne électorale, je lui donnais un conseil, je lui ai dit, mais ne citez jamais le nom de votre adversaire. Votre adversaire n'existe pas. Et il me dit, écoutez, il ne cite jamais le nom de son adversaire. Bon. Donc je pense qu'il lui a prodigué des conseils. Et que François Hollande a été assez intelligent pour les entendre, les écouter. Donc il a eu le sentiment d'avoir un bon disciple sur le terrain, quelqu'un qui plus est se comportait plutôt bien avec lui, quelqu'un qui a osé le défier, ce qui ne déplaît pas à Chirac, ça, que ce jeune Hollande qui vient le défier dans une réunion publique, etc., tout ça ne lui déplaît pas, c'est un guerrier, il aime bien avoir en face de lui quelqu'un qui a du répondant. Donc, il y a l'enracinement provincial, il y a l'enracinement corrézien, et puis il y a, je dirais, une évidente similitude politique entre ce qu'est le chiracisme et ce qu'est le hollandisme. Sur la question du Plassou, franchement, et très franchement, les hommes se valent. Ils se valent parce que, dans ce que je disais tout à l'heure, cette capacité à aller vers l'autre, l'autre, quand il vient, il va souvent vous demander quelque chose. Ah, justement, je voulais vous voir. J'ai mon fils, j'ai ma fille, j'ai mon épouse, j'ai quelqu'un de ma famille qui a des difficultés, mais bien sûr, mais venez me voir, parlons-en, prenez rendez-vous avec moi. Ça s'est passé avec Jacques Chirac pendant 30 ans et ça s'est passé avec François Hollande pendant 30 ans. Comme Bernard Comble le souligne, Jacques Chirac et François Hollande se ressemblent dans leur relation à la Corrèze aux Corréziens. S'il n'y a plus de bureau des affaires corréziennes au sommet du pouvoir, lui-même est tout de même conseiller technique auprès du président de la République, chargé de la relation avec les élus. Pour nous, la Haute-Corrèze, c'est... On va être orphelin, on est orphelin. D'abord, on n'a plus de siège de députés. Les députés qui seront élus seront de droite ou de gauche, ils seront de Tulle. Nous, Ussel, c'est mon pays pourtant, et j'aime beaucoup la ville d'Ussel. Mais il y a le passé. Peut-être le passé, mais pas seulement. En décidant d'intégrer son musée construit par l'architecte Villemotte à son petit village de Saran, Jacques Chirac inscrit un double message dans la terre de Corrèze. Fidèle à la tradition, il ramène au pays les richesses accumulées, les cadeaux que le monde a offerts à la France. Puis en reliant la ruralité corrézienne à toutes les civilisations, il pointe notre appartenance commune à un même monde. C'est une idée de mon mari, personnelle et très forte, de créer un musée à Saran qui recueillerait les cadeaux officiels. Et mon mari était très soucieux que ce musée joue un rôle pédagogique. Une fois devenu président de la République, j'ai considéré que
j'avais à lui faire cette visite. D'abord par une forme d'hommage et de continuité républicaine. Il m'a reçu chez lui, à Bitty, et nous avons pu parler d'un certain nombre de responsabilités que nous connaissons, puisque nous sommes confrontés, ou nous avons été confrontés au même sujet et au même questionnement par rapport à la décision politique ou à la décision au nom de l'État. Et je dois dire que ce qu'il m'a confié m'a été précieux. Jacques Chirac a, dans des occasions majeures pour le pays, fait toujours les choix que la République exigeait. Le choix européen, quand une partie de sa base contestait cette orientation, le choix de la non-concession à l'égard de l'extrême droite, quand une partie de son électorat, pour ne pas dire davantage, le poussait à ce type d'alliance, le choix du refus de l'aventure militaire, lorsque la pression américaine était très forte pour que la France s'engage en Irak, il s'y est refusé. Et donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il y a ce qui peut nous séparer sur le plan politique et à un moment ce qui nous unit quand l'essentiel est en cause. Pour un des départements les moins peuplés de France, 2 présidents de la République et 1 président du Conseil en moins d'1 siècle, ça fait beaucoup. Nous sommes un pays pauvre, on fabrique des avocats ou des hommes politiques et pas des chefs d'entreprise. Moi je crois que c'est ça le fond des choses. Il n'y a pas de hasard, puisqu'il y a autant de preuves que la Corrèze est un département exceptionnel quant aux personnalités que ce département a pu porter, et dans tout domaine. C'est souvent le cas des départements pauvres, qui n'ont de richesse que finalement par rapport aux personnalités qu'ils peuvent envoyer à la capitale. Et c'est ce qui s'est produit. La Corrèze avait quelques produits phares, je les ai cités, les champignons et les hommes politiques. Bonjour alors, quand même. Comment vas-tu? Et toi? Bon, alors quand est-ce que tu le fais ce prochain métier? Eh bien, la prochaine fois, oui. Mais encore? Dans 15 jours, peut-être 3 semaines, un mois. Ah, il bon, faut quand même qu'ils soient un peu plus gras. Ils sont à poids, là, ils sont à poids. Non, pas trop, ils sont pas trop petits. Il m'en faudrait une douzaine. Faut que tu en pousses un peu. Il en faudra bien 3 ou 4. Ah oui, là, il en faudrait 3 ou 4, oui. C'est la famille qui le fait. Oui. Tu te fais pas de bile, toi? Non, ah, non. Je suis comme toi. Ouais. Toi, tu n'as pas l'air de t'en faire guère mieux. T'as un bon place où? Oui.